Bon, écoutez, bonjour à tous. Alors, J2 de ces journées annuelles du programme agroécologie et numérique. Donc, merci d'être là ce matin. Donc, on a eu un désistement, mais vraiment pour raison personnelle. Donc, j'espère que vous avez pu, au fond, profiter un peu du temps pour peut-être, au fond, discuter encore. Voilà, donc Benjamin Sanchez nous a exprimé tous ses regrets de pas être disponible. Et puis, on l'a excusé, il avait vraiment des bonnes raisons personnelles pour ne pas être là. Donc, on va démarrer ce matin avec la session qui est qu'on a intitulée Renouvellement des approches, expertise et formation. Donc c'est une session qui va être divisée en deux parties. Donc une première avec une présentation sur design des transitions, approche participative et décision collective. Et puis ensuite une table ronde avec un certain nombre d'acteurs, vous verrez, qui représentent des branches un peu différentes et complémentaires de la formation dans le domaine de l'agriculture et aussi du numérique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Annie Jantès, directrice de recherche à l'école de design de l'université de Cergy, à côté de Paris, et puis également Justine Pénaud, qui est postdoctorante dans ce même département. Et donc Annie est très impliquée dans le projet Linda, qui a été lancé en début d'année et qui est soutenu par le programme, et animera aussi l'atelier cet après-midi sur le quadratic voting, des méthodes, on va dire, de réflexion participative et démocratique. Voilà, je vous laisse la parole pour à peu près... alors, qu'est-ce qu'on a dit? À peu près 30 minutes. Voilà, vous avez 30 minutes, avec, incluant un temps de questions aussi. Donc, on vous laisse la parole. Alors, attends, il faut que je trouve le... Voilà. Alors, c'est laquelle? C'est quoi? Je sais pas. Est-ce qu'elle y est, la présentation sur... Ah ouais, je l'ai envoyé hier après-midi. Bon, bah écoutez, un petit moment, puis voilà. On a eu trop de temps ce matin pour installer la présentation, donc... Mais peut-être que vous pouvez juste démarrer en vous présentant pendant qu'on installe la présentation, pour ne pas perdre de temps sur le programme. Voilà, du coup, je vais peut-être commencer par vous dire pourquoi est-ce qu'il y a une école de design dans un projet sur les transitions agroécologiques et numériques. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez mieux? Zebra 3, ok. Voilà, donc pendant qu'on récupère du coup la présentation, donc la raison pour laquelle il y a une école de design dans ce PEPR, c'est que le design, c'est plus vraiment, la recherche sur le design, c'est plus vraiment la recherche sur les canapés. Je vais vous le dire très franchement. Donc, on sait comment est-ce qu'on fabrique des canapés, on sait comment on fabrique des lampes, donc pour nous, ça n'a pas des masses d'intérêt. En revanche, les problématiques de conception, quand on est face justement à ces transitions de territoire, à ces transitions numériques, eh bien là, on se dit... finalement, en quoi le design peut apporter quelque chose, quelles sont les méthodologies qui vont être spécifiques à ces grandes transformations. Et c'est pour ça qu'on a une école de design dont le positionnement est sur justement les problématiques d'objectifs de développement durable et de dire le design, comment est-ce qu'il doit se transformer lui aussi, c'est-à-dire comment est-ce que les théories et les méthodes de la conception doivent évoluer pour justement prendre en compte les changements d'échelle, la diversité des acteurs, parce que c'est pas uniquement un acteur industriel qui décide si c'est la voiture X ou Y qui va être produite, mais c'est un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs, des élus, des associations, des citoyens, des entreprises, et que vous voyez bien que dans tous vos projets, c'est à chaque fois ça qui revient et qui fait qu'on a des soucis pour faire travailler ensemble toutes ces personnes-là. Donc, la présentation qu'on va réussir à vous faire au bout de quelques minutes d'installation, cette présentation, elle va porter là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va vous expliquer, mais on s'est vite rendu compte, parce que donc on a une doctorante, Stéphanie Aymon, qui travaille sur le design de territoire, et on s'est vite rendu compte en faisant du terrain, que les gens, au bout d'un moment, participer, c'est pas si drôle que ça leur prend du temps, ils ont leur journée de travail, ensuite ils ont les enfants à s'occuper, les repas à faire, les devoirs à surveiller, et que finalement, la problématique de cette participation, de faire participer les gens,
et vous le savez fort bien pour ceux qui ont travaillé avec des Living Labs, eh bien, ce n'est pas une question très simple. Voilà. Donc, avec un peu de bol, on va y arriver. Elle est là, je la vois. J'ai tout dit. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec les questions. Non, je rigole. Ouais. Et voilà. Ça y est, ça arrive. Et du coup, comment on fait pour mettre en plein Voilà, ça a l'air écran? d'arriver. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Je vais... Ah bah c'est tout. Bon, j'arrive pas à passer en plein écran, on va laisser comme ça, je pense que c'est lisible pour tout le monde. Merci Annie pour l'introduction, pardon pour le petit délai technique. Donc comme Claire m'a présenté, je suis postdoctorante au sein du projet Linda, que je vais brièvement vous présenter pour recontextualiser un peu le cadre de notre recherche et le cadre de la réflexion qu'on porte sur le design des transitions et celui de la décision. Dans un deuxième temps, on va parler du coup du design de participation, puisque le design des transitions, finalement, on peut considérer ça comme une organisation de format de collaboration entre différents acteurs qui sont hétérogènes. Et dans un troisième temps, Annie vous présentera la démarche du quadratic voting et l'expérimentation qu'on vous propose de mener cet après-midi. Donc le projet Linda, Linda c'est pour Living Infrastructure Design Responsible Digital Technology for Agroecological Transition, ou en français concevoir ou designer l'infrastructure vivante pour un numérique responsable au service de la transition agroécologique. Ce projet, il est sous la direction de Muriel Mambrini, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais dont vous avez le parcours, qui est directrice de l'école doctorale interdisciplinaire du Learning Planet Institute, et Annie Jantès, qui est donc directrice de la recherche de CY École de Design. Les différents partenaires du projet Linda, ce sont donc 2 établissements supérieurs d'enseignement et de recherche, également 2 organismes de recherche tels que l'INRA et l'INRIA, l'Institut d'enseignement de recherche et puis le CNAM dans les établissements d'enseignement de recherche. L'objectif en fait de Linda, c'est celui de... Pardon, je vais reprendre. De se poser la question finalement de ce que le design va apporter à la transition agroécologique, en se posant la question de la participation, puisque les différents acteurs qui vont être mobilisés dans différentes infrastructures, qui vont mêler à la fois des systèmes techniques et des humains, mais aussi du vivant et du non-vivant, a besoin finalement de cette participation. L'objet est de s'intéresser plus précisément à cette infrastructure qui va permettre de faire collaborer toutes ces instances, toutes ces parties prenantes au sein d'un écosystème. Donc lorsque l'on parle d'un design de la transition, ici on vous présente un modèle qui a été réalisé à partir de la littérature sur le design de la transition. Finalement, on a besoin de 5 grands éléments, que sont donc le premier, celui de pouvoir représenter les données de la situation problématique. Donc par la représentation des données, qu'est-ce qu'on entend finalement? C'est de rendre visible et de rendre intelligibles ces données par un ensemble d'acteurs hétérogènes, donc d'utiliser des formats qui puissent être compris par l'ensemble de ces acteurs. Évidemment, on a également besoin de les engager, ces acteurs qui sont hétérogènes, et on a besoin de pouvoir cartographier l'ensemble de leurs attentes, l'ensemble de leurs horizons d'attente, l'ensemble également de leur point de vue sur la question, qui est toujours un point de vue en fait un peu différent, puisque chacun a sa propre expertise sur le sujet. Cet engagement, il va nécessiter donc un espace de débat. Et cet espace de débat, il est important pour pouvoir faire dialoguer ces différentes expertises et permettre de prendre des décisions collectivement. Et donc, voilà, prendre des décisions collectivement à propos de ce problème qui nous réunit collectivement.
Ce problème, on va pouvoir, à partir du moment où on a débattu sur quel était le problème et quelles décisions on pouvait mettre en place, on peut commencer à se projeter dans des futurs qui sont souhaitables pour l'ensemble des parties prenantes et qui sont également soutenables. Et cette soutenabilité, finalement, elle passe par notre capacité à rétro-projeter ou à planifier les actions qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir arriver jusqu'à ce futur soutenable. Le problème finalement qui se pose à nous quand on parle d'un design de la transition, c'est de savoir par où on commence, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on engage les acteurs, mais aussi quels sont les dispositifs, les médias, les documents qui vont permettre d'engager ces acteurs, de prendre des décisions collectivement, de faire émerger une représentation commune de la situation, etc. Finalement, ce modèle, c'est un modèle d'organisation collaborative, puisqu'il ne peut se passer, la transition ne peut se passer de la participation des concernés et des parties prenantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par concernés ? Yannick l'a un peu dit en introduction, mais c'est les élus locaux, les citoyens, les citoyennes en tant qu'habitants du territoire, par exemple, les organisations non gouvernementales, les associations locales, les entreprises et les professionnels qui sont experts, les institutions publiques, etc. Enfin, en bref, un ensemble d'acteurs hétérogènes qui ont des points de vue différents, mais également des activités différentes, des méthodes différentes et des littératies complètement différentes. Finalement, cette organisation collaborative, on peut la penser comme un proto-écosystème, comme le décrit Marcoccia et Magnac, qui permet une définition progressive et collaborative des intérêts, des rôles, mais également des interactions, et des transactions et de tous les éléments structurels qui vont être nécessaires au fonctionnement de cet écosystème, tout en créant une acceptation, parce qu'on a aussi besoin que cet écosystème soit accepté pour pouvoir transitionner. Et donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a besoin finalement d'un design de la participation. Donc, le design de la participation, c'est un champ de recherche en design. Donc, je vais vous brièvement passer sur l'histoire, enfin, sans refaire toute l'histoire de l'émergence de ce champ dans la recherche en design, mais pour vous donner un peu le contexte, parce que finalement, le contexte d'émergence de ce champ est un peu similaire à là où on se trouve aujourd'hui pour la transition agroécologique. Donc, la participation, la discipline de participation au design et le champ de participation au design, à la conception, il a émergé donc plutôt dans les sociétés occidentales à travers différents mouvements sociaux, politiques, etc., qui défendaient le fait d'engager les citoyens et les utilisateurs, les personnes qui sont concernées par les projets de conception, dans les décisions qui vont les impacter directement. Il y a eu différents mouvements pour la démocratie au travail, la Collective Resource Approach, par exemple, en Europe du Nord, etc., qui étaient destinés à avoir une réflexion sur les conditions de travail à l'ère de l'informatisation et des modifications de processus de travail, notamment dans le secteur de l'imprimerie. Ces différentes, enfin, ce background, ce contexte d'émergence plutôt politique, en fait, enfin, social et politique, il a donné lieu à l'émergence de deux pratiques, donc celle du design centré utilisateur, plutôt aux États-Unis, et celle du design participatif, plutôt en Europe du Nord, dans les pays scandinaves. Et après, ces deux pratiques-là, elles ont influencé ce que vous avez peut-être déjà entendu ou rencontré comme forme de design, celui du design collaboratif ou la co-conception, le co-design, mais également le design d'innovation sociale, le design des politiques publiques, et plus récemment, le design de la transition ou des transitions. Et donc ces différentes méthodes, elles visent à impliquer les concernés. Donc quand on pense la participation, effectivement, il faut penser les formats. Comment est-ce qu'on fait participer les gens ? Dans la littérature de recherche sur la participation au design, on a différents moyens, différents formats qui sont donnés. Donc, par exemple, il y a les ateliers qui permettent de comprendre l'existant, mais il y a aussi des ateliers prospectifs, des ateliers de fiction pour l'imaginaire. On peut faire également de l'observation avec les parties prenantes. Par exemple, on peut faire de la déambulation sur site avec des parcours d'usage, etc. Il y a des exercices qui sont présentés au collectif, tels que des exercices de représentation qui vont permettre de représenter collectivement les enjeux, donc de la cartographie, par exemple.
mais également cartographier les besoins, mais aussi cartographier les imaginaires, parce qu'on a tous des cultures aussi qui sont différentes, donc c'est bien aussi de pouvoir les mettre dans le même espace, de pouvoir les confronter, ces différentes cultures. Et il y a de l'idéation collective, etc. Mais il y a aussi des formats de participation citoyenne qu'on connaît, donc les consultations publiques, le référendum local, le budget participatif, la science participative, les méthodes de science participative également, qui permettent d'engager les acteurs sur un autre plan que celui de la conception. Donc il faut donc vraiment, enfin l'enjeu pour Linda, pour nous aujourd'hui, c'est de penser ces formats de participation à la fois démocratiques, enfin qui iraient piocher à la fois dans les formats de participation citoyenne et dans les formats de participation au design qui sont mobilisés principalement actuellement dans le secteur industriel, en fait, enfin dans le secteur privé. Et donc comment est-ce qu'on peut mobiliser des méthodes des deux domaines? Aujourd'hui, on rencontre deux difficultés, et Annie l'a un peu exposé, et ces deux difficultés, elles ont été empiriquement observées, donc que ce soit sur les thèses du laboratoire à la SNCF, ou sur les territoires, ou moi-même quand j'étais dans une agence de design. En fait, on a énormément de mal à engager les personnes concernées, enfin en tout cas de plus en plus de mal à les engager, pour deux raisons. Elles ont un quotidien qui est déjà extrêmement chargé, donc à quel moment elles vont pouvoir trouver le temps et surtout l'énergie de participer à ces projets en plus de leur quotidien. Et il y a une autre difficulté qui est que les personnes, lorsqu'elles prennent de leur temps pour pouvoir participer, finalement, elles sont déçues de ce qui est finalement mis en place concrètement après par les politiques publiques. Et par les acteurs en fait qui sont vraiment les décisionnaires finaux, donc les élus, etc. Donc on a une frustration et une fatigue des participants, et donc se pose à nous finalement, enfin ces deux constats nous amènent à faire l'hypothèse suivante, c'est que cet épuisement à la participation, il viendrait de cet écart entre les résultats des ateliers participatifs où les gens s'engagent vraiment, véritablement avec ce qu'ils ont, avec leurs valeurs, leurs connaissances, leur temps, leur énergie, et la mise en place concrète des propositions qui sortent et qui sont très riches en fait de ces ateliers. Et donc il y aurait une espèce d'écart entre le processus et le système de décision et le processus créatif ou co-créatif. Ce qui nous amène à cette question de recherche qui cadre du coup une partie du travail de Linda, mais qui est comment concevoir un système de décision qui puisse permettre de collectivement décider des directions et des ressources que l'on va mobiliser concrètement pour parvenir à mettre en œuvre les décisions issues de ces approches participatives. Donc je vais donner la parole à Annie pour vous présenter une hypothèse en fait, d'expérimentation, d'outils. Voilà. Et bien donc on va expérimenter. Voilà, parce que vous allez être très déçus. En fait, le design de solution, c'est pas que des post-it. Voilà. Et donc, je pense que ça a dû être un choc pour les organisateurs quand ils nous ont dit vous allez faire un petit workshop. Je pense qu'ils s'imaginaient qu'on allait sortir les post-it comme on fait traditionnellement. On a dit non, on va pas tester des post-it, quoi, ça nous intéresse pas, vous voyez. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est justement de développer avec les participants, tous ici présents, cette expérience pour voir qu'est-ce que ça change d'avoir une modalité de décision collective qui s'appuie sur, du coup, le quadratic voting. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ce genre de design? Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas nécessairement ce que vous avez vu dans le design thinking, pour ceux qui connaissent. En fait, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de se dire, mais quelles sont les propriétés souhaitées par le dispositif? Ça peut venir d'ailleurs. Vous voyez, en ergonomie de la conception, on va regarder des situations similaires. Mais ça peut être à inventer. Ça peut être une sous-détermination des disciplines les unes par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'a dit tout à l'heure Justine, on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas eu d'aménagement du territoire, qu'il n'y a pas des urbanistes, qu'il n'y a pas des géographes, pour commencer à penser justement comment est-ce qu'on va faire pour que les territoires puissent bouger et puissent arriver à une transition soutenable. Donc, on va avoir besoin peut-être aussi des sciences politiques, de l'économie politique et comportementale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut aussi se dire, voilà, à partir du moment où la problématique, c'est de dire comment est-ce qu'on décide, on va regarder quels sont les dispositifs de vote qui existent. Parce que, bizarrement, il n'y a pas que le vote oui-non.
Il n'y a pas que le vote binaire. Et donc moi, on a regardé là des trucs de démocratie fluide, vote cumulatif, vote Condorcet et le vote quadratique. Pardon ? Et le vote quadratique. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi dans les propriétés, voilà, on voulait, et donc là on a eu beaucoup de chance, parce que Jacques et Claire ont dit « Ok, nous, we're game for it », et donc on va vous aider à rédiger des propositions d'orientation de recherche. Et donc, on va bien se projeter vers un avenir possible. Donc ça devient, et ça c'est une des premiers retours qu'on a eu de Claire et Jacques, ah mais pour nous ça pourrait être un outil de prospective. Le dispositif permet de donner une voix à tous. Le dispositif ouvre un espace collectif de prise de décision. Il permet d'aligner les valeurs pour un futur souhaitable. Et finalement, il doit permettre, alors on n'en est pas là, hein, mais il doit permettre de planifier en fonction des ressources. Alors, juste un petit mot sur le vote quadratique. Ça vient d'une théorie qui s'appelle Mechanism Design, qui a fait obtenir le prix Nobel d'économie 2007 à Hurwitz, Maskin et Meyerson. Et le sujet, c'est quelles sont les procédures de prise de décision collective qui permettent de mettre en œuvre des projets communs souhaitables, tout en refusant de financer des projets non souhaitables. Alors, financer, on s'entend bien, vous allez voir très très vite, ce n'est pas nécessairement financier. Mais voilà. Et donc ça a été repris par Glenn Vail, qui s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette théorie de mechanism design dans le cadre, effectivement, d'entreprises, d'organisations, de parlements, voilà. Et donc, ce que permet de faire le quadratic voting, auquel vous allez participer, c'est produire des sondages d'opinion qui sont beaucoup plus, on va dire, fair, plus justes. Par exemple, en 2016, UC San Diego ont réuni des propositions politiques très controversées et ont fait tester ça à 4850 électeurs américains. On prépare un programme politique. Vous pouvez vous dire, oui, tout ça, c'est de l'expérimentation. Ben non, les gars, c'est pas que de l'expérimentation. Dans l'État du Colorado, d'abord dans un premier temps par les législateurs, donc par les députés, hein, démocrates, puis républicains, puis par le gouvernement, par l'exécutif, le quadratic voting a été mis en œuvre pour justement se mettre d'accord sur les lois, parce que globalement, vous prenez 100 élus, ils ont chacun leur loi. Ben, ça, c'est la base. Donc, et tous, bah, forcément, ils voteraient pour la leur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour couper ce genre de démarche de vote? Donc, préparer un programme politique, l'exécutif, parce que, ben, en fait, quand vous êtes à la tête d'un État, vous avez différents départements qui, chacun, vont vouloir avoir des objectifs différents, mais ils peuvent avoir aussi des objectifs communs. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on organise ces objectifs communs? Depuis 2019, à Taïwan, avec la merveilleuse Audrey Tang, eh bien, il y a des exercices donc, de ce qu'ils appellent les hackathons présidentiels, où là, pareil, ça engage l'État. Donc, l'ensemble des Taïwanais possédant un téléphone peuvent voter sur des projets d'innovation technologique. Donc, tous les ans, il y a ce hackathon. Donc, en fait, il y a des propositions de projets d'innovation. Et les citoyens se prononcent sur les projets qui leur semblent les plus importants pour être soutenus par le gouvernement. Il y a des plateformes de gouvernance aussi, dans, par exemple, les questions dans tout ce qui est crypto-monnaie. Voilà. Et puis, gouverner la recherche. Et là, maintenant, c'est vous. Voilà, donc c'est hyper important que vous participiez, ça nous ferait tellement plaisir que vous participiez. Voilà, à cette expérimentation que vous allez pouvoir démarrer dès que vous sortirez de cette salle. Puisque voilà, nous, notre idée, grâce encore une fois à l'équipe du PEPR, hein, c'est de dire, on va essayer de voir ce que ça donnerait que d'avoir cette gouvernance
collective de la recherche en agroécologie et numérique. Donc, comment ça va se passer? Le vote quadratique, vous allez avoir un petit, voilà, un truc à flasher là. Ça va être l'expérimentation en libre accès. Alors, je ne vous ai pas trop dit comment ça fonctionnait d'ailleurs le vote quadratique. Je ne sais plus si je l'ai mis après ou avant. Je ne sais plus. Non, je n'ai pas mis. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit quadratique? Donc, quand même, que je vous le dise un tout petit peu. Voilà. Vous allez avoir 10 propositions. Pardon, oublie que je vienne. Vous allez avoir 10 propositions. OK? Là-dessus, chaque proposition, vous pouvez voter pour les propositions qui vous semblent les plus intéressantes. Sauf que vous votez pour la proposition A. Le premier vote que vous mettez va vous coûter 1 jeton. Si vous votez une deuxième fois pour la proposition A, parce que vous dites, franchement, ça, je veux mettre 2 votes là-dessus, là, ça vous coûte 1 jeton plus 4 jetons. Donc, c'est 2 puissance 2. Si vous votez 3 fois, c'est 3 fois au carré. Si vous votez 4 fois pour le même projet, donc au fur et à mesure, plus vous votez pour le même projet, plus ça vous coûte 2 jetons. Donc là, vous allez commencer à vous dire, oui, bien sûr, je pourrais mettre le maximum de jetons sur le projet que je veux défendre. Mais on n'en a mis que 99. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 18 jetons. Donc, vous ne saurez pas trop, que faire. Vous direz peut-être bien, finalement, c'est peut-être pas plus mal de voter aussi pour un autre projet. Ou peut-être pour un 3e projet. Et de répartir finement vos jetons en fonction des différents projets qui pourraient vous intéresser finalement. Où vous pensez que la recherche devrait aller. Donc quadratique, tout simplement parce que c'est au carré. Voilà, pour la faire courte. Donc, vous allez pouvoir faire 2 choses. Donc, vous allez pouvoir, Ophélie, peut-être si tu veux bien te lever. Voilà. Donc, c'est Ophélie qui a développé toute l'application. Voilà. Je vous le dis parce que si jamais vous avez besoin d'une super développeuse, voilà. Premièrement. Et donc, vous scannerez le code et vous arriverez sur une interface. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que c'est une expérimentation. On est en sciences sociales, on a besoin de votre feedback. Pretty please. Donc ça veut dire qu'à la fin, on vous demandera si vous acceptez, parce qu'évidemment c'est anonymisé, mais on vous demandera si vous acceptez d'être interviewé, voilà. Et donc si vous voulez bien laisser votre email pour juste qu'on voit avec vous qu'est-ce que ça vous a fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez trouvé de simple, qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué, qu'est-ce que ça fait pas, qu'est-ce qui est critiquable, voilà, d'avoir vraiment votre feedback sur cette expérimentation. Et on le fera aussi cet après-midi, mais là, nous, on sera là pour justement discuter avec vous de toute cette expérimentation. Donc, ceux qui veulent se rendre, et discuter avec nous pendant le workshop, on sera là également, mais ce sera le même principe. Simplement, du coup, on pourra discuter collectivement, pour ceux qui seront présents pendant le workshop, de ce que cette expérience, mais aussi les propositions, c'est-à-dire rédiger des propositions de gouvernance de la recherche, c'est pas si simple. Donc, vous pouvez aussi avoir des retours là-dessus. Enfin, voilà, on aura des retours sur la totalité de cette expérimentation. Voilà. Donc, encore une fois, on est à votre disposition pour reprendre vos retours sur cette expérimentation. N'hésitez pas à voter. Il y aura du coup des papiers, des flashcodes qui seront un peu partout, que vous pourrez les flasher quand vous serez dans le bâtiment là, de l'INRIA. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire, effectivement, on veut participer et mettre éventuellement votre email si vous acceptez d'être interviewé après l'expérimentation, dans les semaines qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention. Donc, vous voyez, on teste des choses nouvelles. C'est la première fois qu'on teste ça en France. Alors, tu peux le dire plus fort pour tout le monde? Bon, moi, je voulais faire une pub de malade auprès de la presse parce que quand même, c'est la première fois qu'on teste ça en France. Donc, les gars, vous êtes dans une première, pas mondiale, je vais pas vous la faire, mais quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tiens, Valentin, il y a une question là-haut. Voilà, au fond, qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis, au fond, ça fait partie aussi d'un des projets lancés par le PEPR, donc qui aura des livrables, et puis, au fond, qui devrait nous amener à réfléchir.
bonjour. Je suis là. Bonjour. Voilà, donc je suis Mathias Witnicki, chercheur à INRAE. En fait, j'avais une question sur l'acceptation. Le vote quadratique, alors moi je ne le connaissais pas, je connaissais Condorcet ou d'autres méthodes qui sont aussi très intéressantes. Dans le contexte actuel, en fait, je reprends par exemple les élections américaines. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu, on va dire, une défiance du vote. En fait, et il peut être plus ou moins résolu quand on a une urne, on renverse l'urne et on compte. Toutes les méthodes informatiques, et je suis informaticien, donc elles sont plus sujettes au doute et au challenge, en fait, un petit peu. Même si ce sont des algorithmes publics, même si comment, et vous avez aussi dit qu'il y avait parfois des problèmes d'acceptabilité, comment on peut remettre cette question un peu sur des votes qui sont un peu plus complexes, en plus qu'il y a beaucoup de paramètres, finalement, c'est quadratique, ça pourrait être linéaire, on a un certain nombre de jetons. Voilà. Bon, tout ça, c'est des excellentes questions. Donc, en fait, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Il y a problème d'abord effectivement de la fiabilité du vote. Donc ça, il y a des solutions techniques qui ont été mises en place, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que passer à l'échelle, moi j'ai pas interviewé les gens de Taïwan, je sais pas comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que quelqu'un peut pas se rebrancher 2 fois, 3 fois, enfin bon, faire des trolls. Ça, franchement, je saurais pas répondre à cette question très précisément. Je pense qu'il y a une défiance en effet par rapport au vote en général, mais là aussi, l'idée, c'est pas nécessairement un vote à l'échelon national, hein, mais de se poser la question des problématiques de vote. Par exemple, nous, on a discuté avec des industriels qui disent, nous, dans notre entreprise, des fois, on aurait besoin d'un système comme celui-ci. Donc, on va le tester avec une entreprise pour dire, en fait, quels sont parmi les business units. Bon, chacun va défendre son précaré, mais du coup, comment est-ce que ça peut être un outil de gouvernance au niveau de l'entreprise? Encore une fois, une grosse entreprise. Et là, j'ai envie de dire que tricher et ou motiver, il va y avoir de la défiance parce qu'effectivement, tout le monde préfère faire ses petites messes basses dans son coin plutôt que d'être sur quelque chose qui est très explicite. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'on retient l'intérêt. On est en train de monter avec Julia Marcock, qui a une chaire avec des industriels sur le design de la décision, justement. Et ce design de la décision, ça intéresse des entreprises. Hein. Voilà. Donc, et pareil sur les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es sur une mairie, tu as des partis, donc évidemment, tu n'évites pas totalement la problématique de la collusion, mais on va dire que le vote quadratique, ça permet quand même, d'après les retours, les articles scientifiques sur la question, ça permet quand même d'éviter la polarisation. Ça atténue les effets de polarisation des votes en fonction des appartenances politiques, quoi. Voilà. Donc il y a de la recherche là-dessus. Enfin, encore une fois, nous, on ne s'est pas lancé sans avoir une revue de littérature. Ce qu'il y a de génial par rapport à cette expérimentation, c'est qu'on s'est tourné du coup vers la communauté mathématicienne et économiste, ce que je ne suis pas. Hein. Donc avec Jean-François Lanier, avec plein d'économistes qui justement sont dans cette branche très très fine de l'économie politique et qui justement s'intéressent au processus de vote et qui travaillent d'ailleurs avec des équipes d'informatique qui sont également intéressées justement par les dimensions de sécurité, de robustesse du dispositif lui-même. Voilà. Oui, très rapidement, une question pour la première présentatrice. Vraiment, de Béotienne, bêtement sémiotique. Là, vous avez parlé beaucoup de praxis, mais moi, je ne sais même pas quel est l'objet sémantique, enfin, quel est l'objet syntaxique qui est créé et quel est son sens. Quand vous faites ce design de décision, vous produisez quel artefact culturel et qui s'en servent? C'est un document, c'est un fichier, c'est un état d'esprit, c'est une église. Qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre vraiment des formes très différentes en fonction justement des besoins qui sont exprimés. Donc on peut faire de la participation pour créer un artefact qui... Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans Linda? Par exemple, un objet qui pourrait répondre à des besoins de personnes. Ça peut être des interfaces numériques.
Mais ça peut aussi être un nouveau service, penser à un nouveau service local, par exemple. Ça peut être des documents, effectivement. Ça peut être repenser des documents et ça peut aussi être repenser le parcours de ces documents au sein d'une organisation, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ça peut prendre vraiment diverses formes. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Annie, en tête. Ouais. La pauvre, elle vient d'arriver, hein, donc give her a break. Mais là, typiquement, on y est là. On est en train de se dire, on a un artefact, c'est un dispositif à la fois socio-technique, et donc on le teste et on va l'évaluer. Et là-dessus, on va dire comment est-ce qu'on peut le proposer à d'autres organisations. Dans le cadre de l'INDA, on a le projet avec Peter Sturm qui est au niveau du Briançonnais. Et donc typiquement, ça, pour mettre en accord des acteurs sur la gestion de l'eau, ça peut être un outil qu'on teste dans ce contexte-là. Et comme on travaille également avec Véronique Belon-Morel, pareil, là, on va se poser la question peut-être de mettre en place cet outil-là, mais d'autres. En fait, on n'est pas complètement... Enfin, moi, je suis mono-obsessionnelle sur le quadratic voting, mais bon, globalement, on peut totalement tester d'autres outils qui vont faciliter soit la participation, en évitant son coût, soit en s'intéressant à la décision et en se disant quand est-ce que les gens peuvent prendre une décision et que pour eux, il va y avoir des véritables retombées. Alors, une dernière question, puis après, peut-être que les personnes de la table ronde, si vous pouvez vous installer, on va gagner du temps comme ça un peu sur la suite. D'accord, donc merci beaucoup déjà, et c'est sympa qu'on participe à une expérimentation. La question que j'ai, alors venant d'une autre économie politique peut-être, c'est le risque le fait qu'il y ait des coalitions, c'est quand même important. Et cette méthode-là, elle est faite pour éclater les coalitions. Et du coup, comment on gère les minorités, comment on maintient une diversité dans un système qui, avec un système quadratique, s'il y a une coalition dominante, très facilement, j'imagine, elle peut imposer son point de vue aux autres. Moi, ça me perturbe un tout petit peu le côté de mettre au carré. Les gens dominants mis au carré, ils sont très très dominants, non? C'est la première. En fait, les démonstrations dans les articles, on a fait toute une revue de littérature sur ce sujet-là. C'est une très très bonne question. Et en fait, non, parce que on peut très bien avoir des minorités qui, grâce à ce système-là, peuvent pousser en fait un projet. Comme en fait on n'est plus sur soit on choisit A, soit on choisit B, mais on est obligé de répartir. En fait, plein de personnes qui se mettent d'accord sur un projet peuvent l'emporter sur un autre groupe de personnes, mais qui se dispersent plus. Alors, en fait, on ne limite pas la problématique, évidemment, des groupes. Ça dépend vraiment de comment est-ce que ces groupes se connaissent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Mais les retours, c'est de dire justement que le vote quadratique évite la dictature de la majorité. Voilà, pour des raisons, je ne vais pas rentrer parce que là, je vais prendre trop de temps, mais il y a des raisons de probabilité dans l'usage qui font qu'en fait, ça donne plus de chances à une minorité de pouvoir exister que dans les systèmes de vote traditionnels. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder ça, quoi. Voilà.